Merci à vous d'être au rendez-vous du décryptage ce matin d'Éden, zone humide et changement climatique. C'est d'ailleurs le thème choisi pour la célébration samedi prochain 2 février de la journée mondiale des zones humides sur ce plateau. Merci Yondo de BIS au ONG. Et puis en face de lui, Marcus Koudjé-Noumer, journaliste au CRFM, spécialiste des questions environnement. Chers invités, bonjour. Bonjour, cher. Bonjour à vous, Corneille. Ce n'est pas facile, Monsieur Diondo, Marcus, ce n'est pas facile de rallier Glo Djibé, encore que vous avez quitté Monsieur Diondo Porte-Nouveau ce matin. Exactement. Ça n'a pas du tout été facile parce que pratiquement toutes les rues, je dirais toutes les pavés de Cotonou sont inondés. Et donc vous imaginez l'embouteillage et la difficulté à traverser Cotonou et à rejoindre Glo Djibé. Je suis ici avec plaisir. Merci à vous. Marcus également. Oui, une goutte de pluie et puis difficile de circuler à Cotonou et environ, mais ce n'est pas pour cette raison qu'on va se dérober à venir ici parler des questions climatiques, environnement, qui pratiquement est une passion pour nous. Alors c'est comme si Dame Nature a décidé de bénir ce débat parce qu'on parle de zones humides et puis on a eu une forte humidité aujourd'hui. Monsieur Yondo, quand on parle de zones humides, on fait allusion à quoi? Est-ce que c'est seulement les bas-fonds, les marécages? Quand on parle de zones humides, l'élément principal d'une zone humide, c'est l'eau. Donc, pour donner, il y a la convention. Bon, pour faire un peu l'historique, les zones humides sont, selon la définition de la convention de Ramsar, on va expliquer tout à l'heure qu'est-ce que nous appelons la convention de Ramsar. Les zones humides sont des tourbières, des plans d'eau, les lacs, les rivières, tout endroit où nous avons de l'eau en permanence ou temporairement. D'accord? Et maintenant, la convention de Ramsar a été plus spécifique en disant que, par exemple, les plaines inondables, les tourbes, les mangroves ne doivent pas excéder 6 mètres à marée basse. Mais pour être plus terre à terre, comme on le dit, partout où nous avons de l'eau en permanence ou temporairement est une zone humide. Vous avez donné l'exemple des bas-fonds. Vous avez l'exemple des rivières. Vous avez l'exemple même des bassins aquaculture. Ça, c'est les zones humides artificielles. Parce que nous avons des zones humides naturelles et nous avons des zones humides artificielles. D'accord. On parle aussi de présence temporaire ou permanente de l'eau quand on parle de zones humides, mais on sait que les zones humides, la planète est constituée pratiquement à plus de 70%. Voilà. Oui, je crois que M. Diondo a dit l'essentiel. Je voudrais juste ajouter que lorsqu'on parle de zones humides, il faut surtout, parce qu'il a parlé tout à l'heure d'une profondeur de 6 mètres, et comme ça. Donc, c'est cela, toute partie qui regorge de l'eau de façon temporaire ou de façon permanente, sauf peut-être la mer, qui n'est pas considérée dans ce lot-là comme étant des zones humides, même si c'est que nous avons la caractéristique de l'eau qui caractérise également cette zone. D'accord. On tient à faire ces clarifications-là pour tous ceux qui suivent ce débat qui est un peu plus technique. Alors, aujourd'hui, Monsieur Diondo, nous avons des zones humides au Bénin. En général, quelle est l'importance de ces zones que nous avons et en quoi aujourd'hui les changements climatiques, le réchauffement planétaire peut poser problème à l'existence de ces zones? D'accord. Comme je disais tout à l'heure que j'allais revenir sur la convention de Ramsar elle-même, au fait, avant 1971, je crois que ça a commencé depuis 1965, des pays, surtout les ornithologues, se sont intéressés à la conservation des zones humides en tant que zones humides d'importance pour les oiseaux. Parce qu'on a constaté que les oiseaux habitaient plus les zones humides, utilisaient plus les habitats des zones humides dans leur couloir de migration. Alors l'idée à l'origine était de conserver l'habitat des oiseaux. Et on s'est rendu compte après que les zones humides ne sont pas seulement importantes pour les oiseaux, mais elles le sont également pour les communautés. Vous nous imaginez sans plantes médicinales. Vous nous imaginez sans poissons, vous nous imaginez sans crustacés, vous nous imaginez sans l'eau. Donc, c'est les zones humides qui fournissent tout ceci. Alors, c'est des sources de biodiversité. Nous disons même que
les zones humides sont en essence la vie. Parce que quand vous imaginez que l'homme a l'habitude de s'installer là où il y a l'eau, parce que c'est l'eau qui lui permet de tout faire, tout. Donc c'est ça qui a amené les nations à considérer que les zones humides ne sont pas non seulement importantes pour les oiseaux, mais aussi pour l'homme. Donc en 1971 a été signée la convention de Ramsar dans la ville iranienne de Ramsar. Donc c'est en Iran, la ville Ramsar est en Iran, d'où l'appellation, la convention de Ramsar en 1971. Le Bénin a adhéré à cette convention en 2000. Quand vous acceptez d'adhérer à la convention, c'est-à-dire vous reconnaissez un droit international à certaines de vos zones humides. Le Bénin n'a pas que des zones humides, le Bénin n'a pas que des sites Ramsar, le Bénin a plein de zones humides. Mais on a commencé à inscrire à la convention de Ramsar le site Ramsar 1018, composé du lac Nokwe, de la lagune de Porto Novo, de la basse vallée de l'Ouémé, et le site Ramsar 1017, composé du lac Aémé, du chenal, des anciens chenaux, et je crois une partie du Mono. C'est avec ça que le Bénin a adhéré en premier à la convention de Ramsar. Ensuite, on est passé au site Ramsar du complexe de la Pendiari et au site Ramsar du complexe du W. L'année passée, je crois que nous avons pu inscrire également, si nous n'avons pas pu finaliser le processus, nous avons pu inscrire également le chenal de Baga, qui est une zone humide transfrontalière entre le Bénin et le Togo. Donc, ces zones humides, on leur donne un caractère international. Mais nous avons d'autres zones humides auxquelles nous n'avons pas encore donné ce caractère international, que nous n'avons pas encore, et auxquelles nous n'avons pas attribué le sigle de Ramsar. Donc, c'est comme ça que ça se présente actuellement au Bénin. Et dans le monde, il y a 269 pays signataires de la Convention de Ramsar, y compris le Bénin, évidemment, depuis 2000. Et il est dit qu'actuellement, les zones humides dans le monde couvrent 225 millions d'hectares. C'est énorme, Marcus Koudiamouna. Oui, 225 millions d'hectares. Il faut aussi ajouter que depuis un siècle, près de la moitié des zones humides du monde disparaît. Et donc, voilà le danger que nous courons. Près de la moitié une régression totale, alors que ces zones ont des fonctions, assez de fonctions. Je voudrais juste m'attarder sur deux. On parle de la fonction biologique et la fonction socio-économique. Quand vous prenez la fonction biologique, c'est que grâce à ces zones constituent en quelque sorte des tampons pour les inondations. Lorsqu'en période d'inondation, vous voyez qu'il y a de ces zones-là, surtout les marécages, ça reçoit de l'eau, réceptacle de l'eau naturelle. Mais lorsque vous occupez de façon anarchique ces zones, c'est que l'eau n'a plus son chenal pour circuler normalement et ça se retrouve. Et c'est en ce moment que nous parlons des inondations. En période en saison sèche, par exemple, vous constatez que l'eau qui stagnent au niveau de ces zones permettent d'alimenter en quelque sorte la nappe phréatique, histoire à ce qu'on ne sente pas vraiment les effets de ces changements. On parle de ces zones qui représentent des abris pour les espèces migratrices, qui souvent quittent peut-être la partie européenne pour venir peut-être s'abriter au niveau, vous prenez par exemple le lac Nokwe qui est un grand abri pour ces espèces migratrices, des espèces qui sont en réalité en voie de disparition. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de détruire ces zones-là et leur niche écologique. Voilà. Donc ces espèces ne retrouvent plus leur abri et voilà les raisons pour lesquelles juste au lendemain de la première conférence mondiale, et M. Diondo l'a dit, en 1971, déjà, on pensait qu'il faille vraiment militer en faveur de ces zones-là. Ces zones, c'est grâce à ces zones que nous avons jusqu'à l'eau potable chez nous à la maison.
Donc, vous voyez, quand on vous explique cela et vous demandez, mais attention, il y a des animaux en voie de disparition, je le disais. Par exemple, ici, on vous parle de la vallée du Sitatunga. Vous avez d'autres espèces qui sont rares. À côté de nous, ici, à côté, la zone de Zivier, ça couvre la zone de Zivier et autres. Donc, des espèces qu'on ne retrouve plus, qui sont en voie de disparition, il faut vraiment les protéger. Et le Bénin a adopté une politique à un moment donné où on a senti que ces zones étaient mais je dirais jusqu'à l'heure où nous parlons, ces zones sont considérées comme des zones à combler. Des gens qui possèdent. Nous allons y revenir tout à l'heure, Marcus, puisque c'est là le vrai débat, Monsieur Diondo. Mais en entendant, en dehors de cette pression qui pèse sur les zones humides, la pression anthropique surtout, il y a aussi aujourd'hui des facteurs naturels, le réchauffement planétaire par exemple. En quoi cela affecte la stabilité des zones humides? C'est tout naturel que le réchauffement climatique affecte les zones humides, puisque il est dit que les effets des changements climatiques, c'est que, comme vous pouvez le constater actuellement au Bénin, il a fait plus chaud. Ça, c'est l'un des effets prévus du changement climatique. Là où nous espérons de la chaleur, nous aurons plus chaud. Il y aura l'avancée du désert, il y aura les érosions. Et, excusez, et si vous avez suivi les informations, hier soir, les États-Unis ont eu froid à hauteur de moins 22 degrés. On parle même jusqu'à moins 50 dans certaines zones. Exactement, c'était prévu aussi. Plus de 2 mètres de neige, plus d'1 mètre, 2 mètres de neige. Ce qui n'était pas normal en cette période. Donc, c'est dire que les événements naturels vont s'exacerber. Et c'est là, par exemple, nous avons les inondations. Quel est le lien entre ces inondations? Parce que c'est dit que les changements climatiques, évidemment, vont exacerber les inondations. Je vous donne un exemple actuellement de ce qui se passe au Bénin, à Cotonou, au mois de janvier. Toutes les villes du sud du Bénin sont inondées au mois de janvier, ce qui est inhabituel. C'est vrai que nous ne pouvons pas tout de go dire que c'est le changement climatique. Nous devons l'observer sur une période donnée, mais c'était prévu que ça pourrait être les effets des changements climatiques. Donc, nous pouvons déjà dire que c'est les effets. Et normalement, quel est le lien avec cet événement où tout est inondé en janvier et les zones humides? Comme le disait Marcus tout à l'heure, les zones humides constituent une éponge naturelle pour la nature. Elle recueille le surplus d'eau qui tombe normalement et la relance dès que le besoin se fait sentir. Malheureusement... C'est un rôle de régulateur. Absolument. C'est la raison même des zones humides. Elles servent d'éponge. Dès qu'il y a un surplus d'eau, les zones humides, elles servent de réceptacle. Et dès que le niveau baisse au niveau des lacs, rivières et autres, ça redonne. Malheureusement au Bénin, pas au Bénin seulement, malheureusement dans le monde, suite à la poussée démographique et aux besoins d'infrastructures, nous avons dans presque tous les pays comblé une bonne partie des zones humides. Donc nous avons fermé le lit naturel de ce surplus d'eau qui tombe. Ben, quand ça tombe et que ça n'a plus, l'eau elle est comme ça. Quand ça tombe et que ça n'a plus où aller, elle rentre chez vous. Ou elle va dans les rues, etc., etc. Et nous crions inondation, alors que nous-mêmes, nous sommes la cause de ces inondations. Et ça va s'exacerber parce que c'est prévu que les changements climatiques vont exacerber ces effets naturels. Très bien. Mais aujourd'hui, comment peut-on alors comprendre? Parce qu'au plan mondial, on a la Convention de Ramsar depuis 1971. Des politiques ont été développées au plan international pour la préservation. Le dernier rapport de la Convention, qui date d'octobre 2018, a parlé de la régression générale. On parle de plus de 18% de régression de ces zones humides dans le monde. Mais malgré les efforts, et c'est là la question qu'on se pose. On ne va pas forcément parler du cas du plan mondial, mais au Bénin, puisque nous savons que les zones humides regressent d'année en année vu la poussée démographique et un certain nombre de choses. Alors comment peut-on comprendre alors que malgré l'existence de ces politiques, des structures, des projets mis en place, les lois que nous avons,
on constate toujours que ces milieux sont sous pression. C'est malheureux de le remarquer, mais c'est ce qui est vraiment au Bénin. Il est vrai qu'au Bénin, nous avons l'Agence béninoise pour l'environnement en charge de la gestion de ces zones humides, mais nous remarquons que l'Agence béninoise pour l'environnement n'a pas les moyens véritables de suivre les développements qui se passent dans ces zones humides parce qu'elle n'arrive à rien contrôler. Alors que tant qu'une zone d'importance internationale, toute activité qui se déroule dans cette zone est sujette à une réglementation et qui fait objet, disons, d'autorisation de la part de l'Agence béninoise pour l'environnement ou d'autres agences spécifiques qui sont à charge de la réglementation, de la gestion de ces zones humides. Mais malheureusement, ce que nous remarquons, c'est que cette pression continue. Et bon, je ne sais pas parce que très souvent, les politiques nous disent que nous ne pouvons pas refuser le développement et que nous devons passer par là. Il faut cadrer le développement. Nous, de notre côté, nous leur disons que le développement ne peut pas se faire au détriment de la nature. Parce que si nous laissons le développement de ces infrastructures anarchiques, prenez par exemple la lagune, le long de la lagune de Cotonou, au niveau du marché d'Antopa, où les populations, et même, là je l'affirme, et même les camions de la mairie de Cotonou viennent déverser des déchets directement dans la lagune pour combler la berge et que la population y ajoute du sable après pour construire leur cabane. C'est inadmissible. Ça crée un déséquilibre naturel. Tout naturel. Ça pollue gravement la zone humide et c'est cette même lagune qui nous donne des huîtres, qui nous donnait des crevettes et qui nous donne du poisson. Et donc, combler le lac, c'est vrai, on pense au développement, mais quel genre de développement? Donc, c'est de réfléchir à quel genre de développement nous avons. Et bon nombre des pays occidentaux aujourd'hui ont compris cette erreur et sont en train maintenant, soit de reconstruire des zones humides ou d'essayer de restaurer des zones humides, ce qui coûte énormément, les moyens dont nous ne disposons pas au Bénin, et ce qui va prendre aussi du temps et qui ne revient jamais à une zone humide naturelle. Marcus Koudianemé, voilà les politiques, le comportement des zones. Est-ce que vous ne trouvez peut-être pas que c'est la conception que nous avons de ces zones, c'est un problème d'éducation aussi environnementale. Oui. On pense qu'un milieu comme ça, marécage, toubière ou bas-fond, en griffe, on pense que c'est des milieux inutiles, que ça ne sert à rien. Moi, je pense que ce n'est pas un problème d'éducation parce que vous prenez votre micro, vous promenez dans la ville de Cotonou, partout au Bénin, les gens savent en quelque sorte l'importance que regorgent ces zones-là. Vous aviez parlé, vous avez fait le constat après la prise de l'adoption de ces tests et lois, mais je dirais simplement que le seul problème que nous avons, c'est le non-respect de nos tests. Que ce soit à l'international ou au plan national, nous ne respectons pas les tests que nous nous sommes donnés de façon libre. Et c'est là où se pose le problème. Vous voyez des autorités qui donnent l'autorisation à ces populations de s'installer. Ces autorités les couvrent. Pourquoi? Parce qu'en dessous, on pense peut-être déjà à la prochaine élection. M. Diondo parlait tout à l'heure des infrastructures à développer. D'accord, l'infrastructure, elle est importante. Je prends un exemple, parce que j'ai suivi tout récemment une discussion avec un directeur d'ONG, Nature Tropicale notamment, pour ne pas le citer, et qui discutait avec un scientifique. Parce qu'il aurait fait une émission où il disait... l'échangeur qu'on est en train de prévoir mettre par exemple au Carrefour Toyota n'est pas si urgent que aménager la berge lagunaire de Cotonou. Et il développait, mais le scientifique, je vous parle d'un scientifique qui disait, mais quelles sont les preuves dont il dispose, étant donné que le lac est subi des pollutions avec des polluants persistants. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? En réalité, les gens détournent notre attention. Il faudrait une masse critique de personnes. Vous voyez des organisations non gouvernementales qui s'acharnent. Ce n'est pas encore ça. Ils font le boulot
qu'ils doivent faire. Mais il faut vraiment une masse critique de personnes pour interpeller la conscience de nos autorités. Parce que lorsque vous prenez ces infrastructures, il y a un problème d'hygiène et d'assainissement. C'est la moindre des choses. Nous sommes très souvent dans le curatif. Vous voyez, quand les gens tombent malades, et ils vont à l'hôpital, on leur prescrit des médicaments et puis se soignent. Tout le temps, on va faire ça pendant combien de temps? Non, il faut être dans le préventif. Lorsque vous aménagez votre environnement direct et autres, vous ne tombez plus malade. Et c'est là où il y a vraiment l'urgence en réalité. D'accord, il faut mettre des infrastructures. Ça nous rapporte quoi? C'est vrai, je suis peiné chaque fois quand je prends la route de Cotonou pour Calavi chaque matin et que je dois passer des heures dans la circulation avant de rejoindre mon poste de travail. Je suis peiné. Mais en réalité, lorsqu'on fait des infrastructures, il ne faut pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est l'hygiène et l'assainissement. Lorsque vous procédez à l'hygiène et l'assainissement de nos cours d'eau, de nos berges lagues, ça nous rapporte plus parce qu'il y a l'écotourisme en dessous. Lorsque vous mettez les infrastructures, ça vous rapporte quoi? Donc, il faut vraiment des priorités pour nos gouvernants. C'est une question de priorité. C'est une question de priorité. Alors. Et je dis, ce sont des dépenses de souveraineté. Parce que lorsque vous avez des populations qui tombent malades, qui n'arrivent pas à se soigner, mais ces populations, qu'est-ce qu'ils peuvent donner? Qu'est-ce qu'elles peuvent donner? En réalité, je vais vous raconter une petite histoire. Parce que il faut aller vraiment au fond pour comprendre un peu comment les gens nous malmènent. Et éveiller la conscience des uns et des autres. Vous savez, lorsque vous tombez malade et vous allez à l'hôpital, vous dépensez de l'argent. Et c'est un profit pour des films pharmaceutiques. C'est ça la réalité. Et ces films n'ont pas, par exemple, intérêt à ce que il y a une plante qui a été découverte. Ce n'est pas que je suis en train de sortir du débat, c'est pour juste faire... Rapidement, c'est pour juste faire un détour rapidement, oui. Mais qui a découvert... Il y a une plante qui existe et qui permet de lutter ou d'éradiquer contre le paludisme. Vous imaginez, la plante, elle s'appelle, j'ai oublié le nom, mais des industries mènent une bataille pour que la population ne puisse pas se servir de ça. C'est une plante millénaire que les Chinois utilisent. L'artémisia, vous pouvez chercher l'artémisia. Mais puisque lorsque vous utilisez cette plante, vous ne tombez plus malade de ce mal, les films ont intérêt et bloquent. Et sont couverts par des organisations dont vous ne doutez pas. Donc, en réalité, c'est ça le jeu. Et moi, je dis, il faudrait vraiment aller à l'essentiel pour ne pas tomber. Je fais un lien. Je fais un lien. Aujourd'hui, c'est exprès qu'on laisse nos zones humides dans des conditions pas d'aménagement et autres. Pas d'aménagement. Alors que ça pourrait nous rapporter plus. Ça, c'est des exemples que nous donnons pour que nos autorités se réveillent en réalité. Mais là, le débat, ça pose problème, M. Diondo. Pourquoi? Vous l'avez dit, on a de bons projets. Il y a des politiques de préservation et tout. Qu'est-ce qui pose réellement problème? Tout à l'heure, vous avez parlé du cas de l'Agence béninoise pour l'environnement. Vous avez mis l'accent sur des moyens. Comment peut-on alors mettre une agence qui s'occupe de l'état de l'environnement au Bénin et sans pouvoir donner les moyens qu'il faut? Est-ce que c'est véritablement un problème de moyens ou c'est... Quand je dis moyens, c'est pas seulement... l'incompétence des cadres ou bien c'est quoi exactement? Oui, quand je dis moyens, ce n'est pas seulement moyens humains et moyens financiers, mais c'est moyens en général, c'est-à-dire la capacité de l'ABE à gérer toutes ces zones humides mises à disposition. Et aussi, quand je parle de capacité à gérer, quel est le partenariat spécifique que met en place l'ABE pour pouvoir gérer ces zones humides, par exemple avec les mairies, par exemple avec les forces de police et de gendarmerie, etc., par exemple avec les ONG, etc. Pour pouvoir gérer ces grands espaces, c'est une question de stratégie, ce que je n'ai pas vu en place depuis tout le temps. Et nous parlions des liens entre les changements climatiques et les zones humides. Et nous avions l'habitude, et je crois que ça ne se dit plus, mais pendant la Révolution, ils avaient une leitmotiv, c'était que, je le dis, et en fond pour pouvoir le traduire après, ils disent « Fi ekbadeo minasu ».
C'est ça. Partout où nous avons du bas-fond, marais, marécages, nous allons les combler pour pouvoir faire le développement. C'était la compréhension. Et j'ajoute, pour pouvoir faire le développement, et vous avez des constructions, même des écoles et de l'administration. Vous prenez par exemple le collège Le Lac. C'est dans un bas-fond. C'est parce qu'on a fermé un marécage qu'on a construit ce collège-là. Vous prenez le collège Nokoué. Vous prenez d'autres collèges à Papa, Yagbe. Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent toujours pas fermer pour pouvoir ériger. Donc, lorsque vous êtes dans cette optique, en réalité, vous allez vers quel type de développement? Parce qu'en réalité, vous ne supprenez pas là. D'occuper, ou ça dépend de la politique d'occupation? Selon nos tests, c'est interdit d'occuper les bas-fonds. Pour exemple, c'est que en 2018, je lui en sais gré, le maire de Sémékodi a rappelé à ces populations par un arrêté que ces zones ne sont pas habitables. Donc, il est en train de travailler depuis la prise de cet arrêté à dégager tous ceux qui vivent dans ces milieux impropres. Et pourquoi est-ce qu'on ne doit pas fermer les marécages? Tout naturellement, les zones humides stockent plus de carbone que les forêts naturelles. 2 fois. Les zones humides stockent plus de carbone que les forêts l'importance de ces milieux en matière de lutte contre le réchauffement. Évidemment. Et pire encore, en détruisant la tourbe de ces zones humides, nous libérons le méthane, un gaz plus dangereux encore que le CO2. Et une dernière étude sortie, je crois, en 2017 ou fin 2017, début 2018, dit encore, étant donné que la zone humide produit tout naturellement du méthane, elle recycle encore au moins 50% de ce méthane. Donc, en la détruisant, nous l'empêchons de recycler tout naturellement ce méthane qu'il produit. En l'empêchant de recycler le méthane qu'il produit tout naturellement, nous l'empêchons dans le même temps de capter encore du CO2. Donc, nous contribuons fortement au changement climatique. D'où le métier, l'urgence du métier des zones humides. Les zones humides aident aussi. Vous voyez actuellement, évidemment que depuis une semaine, il a commencé par pleuvoir, mais il avait fait très chaud. Mais quand il fait chaud, tout naturellement, qu'est-ce que nous faisons? Nous accourons dans les zones humides pour avoir du rafraîchissement. C'est ça le rôle des zones humides. Les zones humides du littoral servent à lutter contre l'érosion côtière parce que dès qu'il y a des ouragans, des vents forts, c'est un rempart naturel pour protéger le littoral. Donc, c'est des exemples et c'est des mesures à prendre pour pouvoir protéger les zones humides parce que elles luttent efficacement. Je dis, c'est des solutions naturelles contre les changements climatiques au lieu de dépenser des milliards pour dire que nous aidons les populations à la résilience face au changement climatique. Protégeons plutôt. Il faut que ces milliards soient réellement utilisés pour... Exactement. Parce que généralement, nous avons de ces projets, de ces politiques où on met beaucoup de moyens pour les 4x4, les perdièmes et autres. Et finalement, sur le terrain, c'est que la sensibilisation... Je vais vous dire une chose. Vous savez, la gestion des zones humides ne se fait pas dans les bureaux. C'est ça le problème. Vous avez parlé des projets. Le directeur de BIS ONG disait tout à l'heure que l'ABE n'a pas les moyens. Et donc, vous ne pouvez pas rester dans les bureaux pour gérer, pour préserver ces zones humides. Et l'État doit prendre une solution. Vous doit aller vers une solution. La solution, c'est quoi? Il y a des organisations non gouvernementales qui travaillent sur le terrain. Et ces organisations sont connues. Il vaut mieux travailler avec ces organisations pour avoir le résultat. Parce que ce qui se passe dans l'administration, vous parlez des projets 4x4 et autres, lorsque le financement descend, c'est-à-dire entre 4 murs, des gens font des simulacres. Je ne sais quoi, d'atelier ou quoi, pour pouvoir montrer que non. Mais ça doit pouvoir changer maintenant. Ça doit changer, mais il y a la criette. Mais je vous assure que jusqu'à l'heure où nous parlons, c'est encore d'actualité. Ne nous leurrons pas, parce que c'est ça en réalité. Et pour vraiment atteindre l'objectif de préservation de ces zones humides, il faut être dans l'opérationnel. Il y a des cadres qui
peuvent être définies pour permettre à ce que la délimitation des aires communautaires, par exemple, au niveau des communautés, en collaboration avec les autorités locales, que ce soit les ONG, voilà des pistes qu'il faut. Et je sais que BIS, par exemple, parce que je sais que vous avez signé un accord de partenariat avec certaines mairies pour notamment... Il faut décentraliser la gestion, la préservation. Voilà des actions qu'il faille vraiment mener si tant est que nous voulons vraiment vivre des années plus tard, si nous voulons laisser un avenir à une postérité. Mais vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui au Bénin, M. Diondo, c'est vrai comme dit la surpopulation, la démographie poussée, est-ce qu'il ne va pas falloir aussi changer un peu de discours, les tests également? Est-ce qu'on ne peut pas, si forcément il faut habiter ces zones humides, est-ce qu'on ne peut pas prévoir alors des plans d'exploitation? Parce que sous d'autres cieux, on voit quand même les gens développer des villes dans les déserts, des gens développer des villes sur des zones humides. Ça pousse la Mais curiosité. pourtant, est-ce que c'est peut-être pas aussi, il ne faut pas commencer à penser également en ce sens-là? C'est malheureux de le dire, mais c'est africain. C'est béninois à ce genre de pensée du développement où on laisse faire avant de penser à réprimer. Alors que tout naturellement, nous avons de bons tests de gestion des zones humides, je vous assure. Nous avons de très bons tests, mais personne ne respecte ces tests. Normalement, dès qu'il y a, il ne devrait même pas avoir un kidam qui voudrait s'installer dans ce bas-fond ou au bord de ce lac parce que c'est interdit, ou dans ce marais ou sur cette mais les drames, ceux qui prennent des hectares dans ces milieux, ne sont pas... Ce sont les politiciens eux-mêmes encore. Les politiciens eux-mêmes encore. Donc, le maire de cette ville ne peut même pas aller contre ce politicien parce que peut-être c'est son député, peut-être c'est son parent, etc., etc. C'est nous-mêmes le problème. Il faudrait que les politiques aient le courage de dire non. Nous, en tant qu'ONG, nous n'avons pas la force publique, mais nous dénonçons. Nous avons fait plusieurs fois des films sur l'occupation anarchique. Mais ça reste à l'étape de dénonciation, il n'y a pas d'action. Nous dénonçons, nous en appelons à la responsabilité des pouvoirs publics, mais elles ne nous suivent pas. Parce qu'évidemment, je comprends, mais je comprends, mais ça ne s'excuse pas. Elles trouvent en ces populations leurs votants. Mais ce n'est pas une raison parce que ces populations sont en danger et mettent en danger d'autres également. Il faut qu'on dise non. Le gouvernement actuel a commencé par dire non, entre-temps, en dégageant les rues, en menaçant de dégager même les berges. Nous l'avons félicité dans le temps, mais jusqu'alors les berges n'ont pas été dégagées. Nous, on l'attend de pied ferme. Mais si de dégager les bas-fonds. Le comportement des politiques au Bénin, encore que nous sommes à la veille des élections. Ils ont commencé, mais pourquoi ne pas continuer? Nous l'avons salué fortement et nous continuons de le saluer. Mais nous le demandons. Les bas-fonds ne sont pas habitables. Les bas-fonds sont habitables à condition d'un aménagement spécifique. Alors pourquoi mettre en place alors des outils juridiques et des tests pour la forme? Pourquoi? Oui, et vous entendez souvent dire que le Bénin est champion en tests. Mais le non-respect de ces tests-là, c'est ça la réalité. À quoi ça sert de prendre des tests? Et c'est une question de volonté. La volonté, d'abord, elle est politique. Et tant que nous aurons des politiciens et non des politiques, parce qu'ils pensent à la prochaine élection, il n'y aura pas ces actions fortes. Parce que lorsque vous voyez aujourd'hui, plus d'un sont contents, parce que vous pensez que je suis dans un cadre où je vois Granvier, le gouvernement s'acharne à restaurer Granvier. Mais il faudrait que ça soit du concret. Parce que en réalité, Granvier, lorsqu'on parle de sites touristiques au Bénin, moi, la dernière fois où j'ai été à Granvier, j'ai vu des populations qui sont même prêtes à se révolter quand vous sortez une caméra ou quand vous sortez un appareil. Pourquoi? Parce qu'elles se disent tout le temps, vous venez ici, vous nous filmez, vous prenez des photos et après c'est pour aller vendre, nous, notre misère. Vous voyez comment ça se développe? Vous voyez, vous allez dans ces lieux lacustres, la pollution est à son comble.
des populations qui n'ont pas l'électricité, qui sont obligées d'utiliser des piles et autres, une fois que ces piles sont jetées dans l'eau. Ces populations se sont retrouvées dans ce local à travers, sur le coup de l'histoire, parce qu'à un moment donné, ils se réfugiaient. Mais aujourd'hui, la démographie qu'il y a à Ganvié étouffe même déjà le lacton. Il faut penser à tout ça, la réorganiser, voir. Lorsque les touristes viennent, nous sommes déjà allés à Ganvié. Or, en réalité, quand vous descendez, vous devez aller quand c'est bon. À part Ganvié. On pense qu'au niveau du lac Nokoué, il n'y a que Ganvié. Non, il n'y a pas que Ganvié. Il y a d'autres. Vous allez une île de l'autre côté à Décamé également, où vous êtes à l'aise. Il y a ces éléments que le gouvernement doit avoir à l'œil et vraiment procéder par la mesure forte. Parce que si vous n'avez pas la volonté vraiment de changer les choses et que vous pensez déjà et c'est là où il faut encourager le chef de l'État, qui, d'aucuns diront, qui n'a pas d'état d'âme. Oui, je voudrais qu'il aille vraiment jusqu'au bout de ses actions et qu'il ne pense pas. Parce que quand c'est bon, c'est les mêmes qui viendront applaudir et diront et on a eu tel président et finalement il faudrait l'accompagner. Monsieur Diondo, qu'est-ce qu'il faut faire face à ces constats? Non-respect des tests, l'inefficacité dans les politiques mises en place pour la préservation de ces zones, l'incivisme des populations et tout. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ce constat dramatique? Je voulais vous donner un exemple. Au début ici, lorsque la loi sur l'interdiction et la commercialisation et la production de sachets en plastique a été votée, vous avez vu, tout le monde a eu peur. Quand on a dit, dès qu'on te voit avec un sachet, tu iras en prison, tu vas payer telle amende. Tout le monde a eu peur. Dès que l'annonce a baissé, vous voyez les mauvaises habitudes revenir, les vieilles habitudes revenir. Il y a aujourd'hui le retour des sachets, parce que ça se constate. Donc, c'est dire qu'il faudrait qu'on respecte les tests qu'on se donne. Marcus le disait tout à l'heure, nous félicitons le gouvernement en place pour la volonté qu'il a affichée au début. Parce que nous avons vu que la volonté a faibli. Dégager ceux qui doivent être dégagés des marécages. Punissez ce qui doit être puni. Montrer que c'est des, comment vous appelez ça? C'est des milieux non habitables. La loi est claire là-dessus, c'est des milieux non habitables naturels qui servent à retenir le peu d'eau, le surplus d'eau pour empêcher que Cotonou soit sous la pluie. Dès qu'il y a inondation, ils en appellent à ce même gouvernement. Donc qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils appliquent les tests. Mais comme le disait Marcus, c'est que je suis d'accord avec, mais si vous le faites bien, que c'est pour le bien public, vous ne pensez pas aux votants puisqu'ils vont voter pour vous. Donc c'est de respecter les tests qu'on se donne et d'essayer de protéger au maximum ces zones humides qui nous donnent au Bénin, non pas seulement l'eau, mais la nourriture, parce que c'est dans ces forêts, c'est dans les forêts de ces zones humides que nos populations trouvent du bois pour se chauffer, pour faire du feu. C'est dans ces zones humides que nos populations trouvent la protéine animale avec la viande aquatique sauvage. C'est ça qui leur donne c'est la survie de nos populations, il dépend. Donc si chaque fois nous laissons les grosses entreprises venir racler une bonne partie de ces zones humides, les combles pour y mettre leurs industries ou pour l'exploiter uniquement pour elles, ces entreprises, c'est que nous menaçons la survie de nos populations tout en menaçant notre propre survie parce que nous disons que nous contribuons peu au réchauffement climatique, mais en détruisant nos zones humides, nous contribuons fortement aux effets néfastes des changements climatiques. Merci à vous, chers invités. Marcus Koudianouma, Océan FM. Je sais que vous faites beaucoup pour la préservation de l'environnement à travers vos émissions, la grille, surtout les émissions que nous suivons sur Océan FM, parlant bien sûr de l'environnement. Monsieur Diondo de BIS ONG, vous êtes dans la préservation des zones humides également. Vous faites beaucoup également et on remercie d'ailleurs à travers vous toutes ces ONG qui militent pour le développement ou la préservation du cadre de vie au Bénin. Je sais que le samedi prochain, vous serez la journée même à l'œuvre pour la journée mondiale des zones humides. Merci à vous. Il faut respecter les tests, il faut définir de nouvelles politiques de préservation
de ces ressources naturelles. Il faut plus se cacher derrière d'autres raisons inavouées ou des raisons politiques pour détruire les ressources naturelles, ce que constituent ces zones humides que nous avons. C'est ce qu'on peut retenir de ce décryptage zone humide, changement climatique, à ne pas oublier que c'est le thème de la célébration édition 2019 de la Journée mondiale des zones humides.